Maintenant, la parole revient à Charles Grémont, historien donc mafotais LP de l'IRD. Il y a une communication qui s'intitule Nous avons troqué nos chèvres pour les Kalachnikov, émancipation politique et concurrence pastorale, les nerfs de la guerre des Idak Sahak au nord du Mali. Donc, Charles, si tu es prêt, tu as la parole pour 20 minutes et après, on aura aussi 20 minutes de discussion. Ok, bon, merci beaucoup, Ibrahim, Bali, pardon. Tout le monde m'entend bien? Oui. Ok, bon, donc, grand bonjour à la salle, grand bonjour à toutes et à tous qui êtes en ligne. Je vais essayer d'être aussi discipliné sur le temps que Daouda. C'est généralement pas mon fort, mais je pense que le modérateur sera là, j'ai compris, pour me rappeler à l'ordre. Alors, merci aussi à Gilles de nous avoir proposé, Daouda et moi, de discuter, de proposer des pistes, hein. Je vais pas, en 20 minutes, je vais simplement effleurer quelques questions, des pistes autour de cette thématique proposée par Gilles, donc, qui s'appelle le djihadisme par ascendance, et avec la question de l'émancipation qui serait centrale dans les conflits. Bon, on a vu à d'autres moments là, de l'histoire avec Daouda, mais dans les conflits contemporains au niveau du Sahel. Donc, moi, ma proposition, justement, je vais vous la dire clairement, hein, qui sera soumise à la discussion, c'est de proposer de regarder, de comprendre les conflits contemporains euh, dans le centre du Mali, au nord du Mali, au Burkina Faso, ça touche aussi le Niger, à travers la question des rapports de domination et celle intrinsèquement liée de la contestation, justement, de ces rapports de domination. Donc, c'est une phase de la vie sociale que l'on pourrait qualifier à travers les termes, justement, d'émancipation, de libération, de réagencement, de recomposition, etc., quoi. Et pour les étudiants là, qui sont là et que j'ai eu en cours, voilà, moi, j'aime souvent citer un peu l'apport de Michel Foucault sur la question des relations de pouvoir, qui montre comment les relations de pouvoir entre les différents groupes, entre les individus, entre les familles ne sont jamais stables, mais sont toujours stabilisées au moyen de technologies politiques, au moyen de récits, au moyen de rapports de force. Mais il arrive que justement ces relations de pouvoir là, ne tiennent plus et qu'elles soient contestées. Et on arrive là, dès lors, dans des relations qui sont plutôt des relations de contestation et des relations de violence. Donc c'est un peu de cela dont je vais parler pendant ces 20 minutes. Alors, pour illustrer ma proposition de lecture de ces conflits contemporains au Mali, principalement dans les régions du Nord, je propose de pointer le regard sur un groupe social en particulier. Alors, il y a deux manières de nommer ce groupe. Je crois que Dao Sahak est la dénomination la plus connue ou la plus commune, mais les Dao Sahak eux-mêmes ont à cœur de s'appeler Idak Sahak. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les questions linguistiques maintenant, mais voilà, bon, c'est interchangeable. Mais actuellement, les Dao Sahak s'appellent Idak Sahak, et à l'époque coloniale, par contre, on parlait uniquement des Dao Sahak. Alors, quand j'enseigne justement à Bamako, à Kabbalah, en cours avec une quinzaine d'étudiants, 16, 17, le nom de la grande tribu des Oulimiden est peu connu, peut-être par une ou deux personnes, à travers le nom de Firoun. Donc j'imagine que le nom de Daosak est peu connu, même s'il est arrivé au devant de la scène médiatique, à travers notamment un mouvement armé qui s'appelle le Mouvement de Salut pour l'Azawad, et de son jeune leader, Moussa Gacharatman, qui est passé du MNLA vers un mouvement, donc le MSA, qui regroupe essentiellement des populations d'Aosak. Alors, ce qui m'intéresse à travers cette entrée sur ce groupe-là, c'est qu'il s'agit justement, on peut le dire tel quel, il s'agit d'un groupe subalterne, un groupe qui est désigné subalterne. Alors là, les mots sont aussi piégeux là, quand on utilise la langue française. La littérature coloniale a souvent parlé, pour parler de ceux qui versaient un tribut, de ceux qui étaient subalternes, de ceux qui n'étaient pas esclaves, de vassaux, en analogie avec la société féodale. Bon, c'est un terme qui est certainement pas correct, justement parce que ça renvoie à un contexte bien précis. On a parlé de tributaires, on a parlé avec un Français aussi en parlant des Daosak quand on est sur place à Menaka, avec les administrateurs étatiques, etc., de broussards aussi, de manière un peu péjorative, comme
On peut caractériser également les Peuls à travers cette dénomination, mais aussi des gens pacifiques. Alors, je voudrais peut-être, pour présenter très rapidement, parce que le temps est compté, je voudrais vous proposer une carte qui se trouve ici, normalement. Alors, il faut que j'appuie sur, il faut que j'appuie sur partager l'écran. Et est-ce que ça fonctionne là? Bon, pas encore, hein. Le temps que ça arrive jusqu'à Kabbalah, c'est en route ou pas, non? Bon, Bon, pour le j'appuie. moment, je vois que tes cheveux qui… D'accord, mes cheveux qui pointent vers le haut, là. Voilà, c'est ça. Essaye de le mettre au fond. Tu dois cliquer sur partager mon écran, un truc comme ça. Ouais, j'ai cliqué là-dessus. Alors, voilà, là, ça commence. Voilà, c'est bon. c'est bon, c'est venu, quoi. Bon, voilà, on va juste rester 2 minutes là-dessus. Mais comme tout le monde, voilà, comme je disais, connaît pas forcément les Daosak ou Bidaksarak, c'est entouré donc avec le rond noir là. Donc on se situe vraiment dans la zone de la frontière Mali-Niger, dans la région de Ménaka et aussi dans la région de Gao, avec Talatite qui n'est pas sur la carte, mais bon, qui est à l'est de Gao, à 150 km à l'est de Gao, au nord-est de Gao. Donc c'est toute cette zone-là où se retrouvent les Daosak. Alors pour les présenter rapidement, donc, ce sont des gens qui se singularisent par leur langue, qui est une langue en forme de sabir. Et alors, attendez, c'est une langue donc formée avec des emprunts sonrail et des emprunts tamashek. Alors peut-être je vais enlever ça, le partage d'écran. Désolé. Arrêtez le partage. Voilà, ok, je suis à vous. Donc, les Daosak ne sont pas des Keltamachek, ne sont pas des Touaregs, contrairement à ce que les gens continuent à penser, parce qu'ils ne parlent pas justement de la langue tamashek, mais une langue qui est mélangée avec du sonrail et du tamashek. Ils sont donc essentiellement pacifiques. Alors ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'ils ont été caractérisés par toute la littérature et par leurs voisins aussi. Et déjà, à la fin du 19e, le célèbre marabout Kunta Cheikh qui résidait dans la région de l'Adrar des Iphoras, à Kidal, cité là dans des notices, je le cite, il dit « Les Doussahaks sont tous des gens de la paix et de l'étude ». Donc toute la littérature coloniale qui a mis en fiche les populations et les individus, qui a étiqueté des statuts aux uns et aux autres, les a considérés également à travers le terme de vassaux que j'ai utilisé tout à l'heure. Pour la plupart des voisins, les Idaksak demeurent donc un groupe subalterne, toujours sous le joug de ceux qui furent les leaders politiques et les guerriers de la boucle du Niger jusqu'à la Drave des Iphoras, à savoir les Ouliminder, les Touaregs suzerains, guerriers. Je pourrais noter aussi un souvenir vécu d'une circulation là, dans la région de Ménaka que j'ai faite à la fin des années 90 avec Berjan Agamatou, qui est l'héritier de la grande famille des Oulimidiennes, qui est également le député de Ménaka depuis plusieurs années. Et lui, quand on arrivait là dans un campement, avait une manière là, de s'adresser aux Daosak, qui sont très nombreux, j'ai oublié de le dire, c'est la population la plus nombreuse de la région de Ménaka, de manière vraiment, voilà, comme si c'était ses serviteurs, en disant, voilà, il faut m'apporter du lait, il faut m'apporter. Donc voilà, ça c'est juste un témoignage de terrain, d'une observation, mais qui est importante, me semble-t-il, pour comprendre la suite des événements, et assez répandue tout de même, quoi. Je voudrais citer aussi les propos d'un Daosak d'une 60aine d'années, d'une fraction qui est vers Inekar, vers le nord de la région de Ménaka, qui répondait à la question qu'est-ce qui caractérise les Daosak. Il répondait pour moi, ce qui nous caractérise de tout le temps, c'est que nous sommes un peuple de paix qui s'occupe uniquement de la religion et de l'élevage. Nous ne nous mêlons pas d'autre chose et c'est ce qui fait qu'on ne parle pas beaucoup de nous. Nous ne participions pas à des guerres, ni à des razzias, ni au banditisme. Nous ne participions à rien de tout ça. Nous sommes la seule communauté que je connais au Nord qui suit son économie et sa religion à la fois. Nous étudions et nous travaillons à la fois, alors que chez les autres, ceux qui étudient ne travaillent pas et ceux qui travaillent n'étudient pas. Donc, voilà, donc les Daosak eux-mêmes ont intériorisé le rang qui est globalement raconté dans les récits.
leur rang dans la hiérarchie sociale. Je vous fais une autre citation qui est intéressante, que j'avais présentée lors de l'avant-dernier ou le dernier colloque de Makoter à Bamako, qui se joue, alors là c'est extrait d'un audio publié sur WhatsApp au cours d'une joute verbale justement entre plusieurs Daosak et le député de Ménaka là, que j'ai suivi tout à l'heure, Bajana Gamatou. Donc je le cite, il dit « Ce sont les Daosak aussi qui étaient les plus islamisés dans cette région, avec les Kelessouk. Mais les Daosak sont ceux que vous avez le plus asservis, piétinés, jusqu'à tel point que vous ne leur avez même pas laissé le crottin des animaux. Et pourtant, ce sont les Daosak qui ont toujours nourri les Imagérens, donc la classe des aristocrates guerriers, et aujourd'hui encore. Les Daosak sont des gens qui peuvent te laisser piétiner leur cou, mais le jour où ils seront contre ce piétinement, ils dégageront ton pied sur leur cou, que tu le veuilles ou non. » Voilà. Donc la mise en garde, là, c'est un extrait de 2015, dans une joute orale à travers des audios sur WhatsApp. Et je ne résiste pas aussi à une petite citation pour finir sur le statut des Daosak. Alors c'est une citation d'un personnage que vous connaissez bien, qui s'appelle Yal Agrali, et qui est cité dans le livre de Pierre Boilet là, sur les Kaladars, et qui dit, lors d'un entretien, il dit « Un jour, on verra un député Imrad à Kidal, un député Daosak à Ménaka, mais il ne faut pas brusquer les choses, créer des situations de confrontation. » Donc, comme si le mouvement de l'histoire de sortir des verrous et des tenailles d'une hiérarchie sociale imposée depuis plusieurs générations couvait, de par justement la richesse économique des Daosak, de par leur nombre, leur poids démographique, etc., et de par évidemment un contexte qui est propice au recours à la violence. Voilà, alors je précise aussi une chose importante sur laquelle je reviendrai, c'est que tous les Daosak ne peuvent pas répondre à cette image de subalterne, qu'il y a certaines familles au sein des Daosak qui ont un rang un petit peu plus élevé, et c'est quelque chose d'assez classique qu'on voit là dans ces sociétés, ce sont les intermédiaires, c'est-à-dire les gens sur qui la grande chefferie s'appuie, la grande chefferie qui est ensuite accolée au pouvoir colonial puis au pouvoir malien, donc ce sont des gens qui font un petit peu le lien entre justement cette masse des Daosak, producteurs, etc., mais qui, eux, ont un rang un peu plus élevé et qui sont entre les deux et dont la position va être effectivement critiquée pendant le conflit à partir de 2012. Donc, on a véritablement affaire à un système avec ces intermédiaires, avec ces familles dirigeantes, un système de superposition et d'imbrication de différentes autorités. Alors, comme le temps passe vite, je vois, je voudrais présenter avec vous en fait les différents espaces de confrontation et d'émancipation contemporain. Alors, pour être indépendant dans cette région du monde où l'État n'a jamais vraiment exercé, là je parle vraiment de la région un peu des trois frontières, des marges du territoire malien, donc où l'État n'a jamais véritablement exercé le monopole de la violence, j'ose à peine dire légitime, mais le monopole de la violence tout court, il ne suffit pas de produire et d'accumuler des richesses, celles du bétail en l'occurrence, encore faut-il être en capacité de les protéger et de les préserver. C'est-à-dire de garantir, dans la concurrence avec les voisins, un accès aux ressources pastorales nécessaires et de dissuader aussi les convoitises extérieures qui se portent souvent sur les troupeaux directement. Donc la force des armes est certainement le répertoire de légitimité qui manquait le plus aux Daosak dans leur aspiration à émerger sur la scène politique locale. Et là, je vous fais encore une citation d'un jeune Daosak, cette fois qui a 35 ans, recueilli en 2016, et qui, à mon avis, résume bien la situation dans laquelle les Daosak se trouvent actuellement. Je le cite, « Depuis les années 1963 jusqu'à nos jours, on a vu que toutes les communautés touareg qui ont émergé, qui ont eu le pouvoir et qui ont été représentées dans les plus hautes instances de ce pays, elles l'ont fait grâce aux armes. Et nous, aujourd'hui, nous avons une visibilité grâce à nos armes. C'est une réalité. Nous sommes écoutés parce que nous avons troqué nos chèvres contre des kalachnikovs. C'est pour cela que maintenant, nous avons au moins notre mot à dire sur certaines choses. Pourquoi les Daosak ont été maintenus au bas de l'échelle? Parce que nous ne nous sommes jamais manifestés avec les armes. Et les autres autour en ont profité pour se servir de nous et accentuer leur hégémonie. On a vécu cela dans la région de Gao et dans la région de Ménaka. Tous les élus, ce sont ces autres gens. Les ministres, ce sont eux. Les officiers supérieurs, ce sont eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des armes et c'est pour cela qu'ils sont les premiers à être écoutés ici. Et nous allons changer cela, Inch'Allah. Donc voilà, ça c'est un propos qui résume bien la situation là dans laquelle se trouvent les Daosak. Alors rapidement pour dire à quel moment les Daosak
se tournent vers cette économie de la violence. Ça commence réellement là, dans les années 1990, où les jeunes Daoussac comme les jeunes Touaregs partent en exil suite aux grandes sécheresses, donc vont vers l'Algérie, vont vers la Libye aussi, apprennent le maniement des armes aussi là-bas, reviennent, ils font la rébellion avec les mouvements armés, sans constituer à cette époque-là eux-mêmes leur propre mouvement. Et voilà. Et ce qui est intéressant, donc c'est véritablement une première qu'à l'échelle de la communauté, plusieurs jeunes prennent les armes. Mais au moment des accords de paix, donc 1994, 95 et 96, avec la fin symbolique, avec la flamme de la paix, le moment où, bon, je pense que tout le monde connaît cette histoire-là parmi vous, le moment des fameuses intégrations, ce que certains ont appelé les dividendes de la rébellion. Quand on prend les armes, c'est pour obtenir quelque chose. Les Daoussac sont laissés pour compte, sont largement délaissés. Ils ont très peu de postes d'intégration dans l'armée, notamment parmi les officiers. On en compte 1 ou 2 maximum. Ils essaient de faire valoir leurs droits auprès des leaders des mouvements armés que sont le MPA, le FPLA, etc. Surtout là, le MPA. Ils sont rejetés comme étant vous n'êtes rien, donc vous ne comptez pas. Donc, de cela, les Daoussac vont nourrir évidemment une rancœur qu'ils vont retraduire et qu'ils vont transformer en 2012 avec des revendications de plus en plus fortes, quoi. Plus intéressant encore est de noter dans les années 90 la première confrontation armée entre les Daoussac et leurs anciens suzerains Boulimindem. Les Daoussac sont victimes d'enlèvements de bétail dans les années 93-1994. Ils décident de constituer un petit mouvement d'autodéfense déjà, qui n'a pas vraiment de nom, mais ils ont une base armée, ils ont un seul véhicule, ils ont quelques jeunes hommes en armes et ils décident de prendre les armes pour protéger leurs propres troupeaux contre leurs anciens suzerains, pour qui il était normal de prélever une sorte de rente dans leur troupeau. Donc ça, c'est une véritable révolution, ça c'est 1994. Alors maintenant, j'en viens à 2012. Il se trouve que 2012, une partie des combattants d'Aoussac, donc à partir de mars-avril, choisit le camp du Moujao, quand une autre est plutôt avec le MNLA et avec Moussa Gacharatman notamment déjà, quoi. Alors pourquoi le Moujao? Parce que justement, le Moujao, qui est une scission de Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, représente un peu le mouvement des sans-voix, ceux qui n'ont pas voix au chapitre de par leur couleur de peau, de par leur appartenance ethnique vis-à-vis des dirigeants d'Al-Qaïda qui viennent, comme ça a été dit par Ibrahima tout à l'heure, qui viennent soit du sud algérien, soit du Sahara occidental, soit les populations arabes de la région de Gao, mais n'ont pas voix au chapitre. Donc, les Daoussac qui veulent mener un mouvement d'émancipation intègrent le Moujao, qui directement, ce mouvement mène une offensive contre Ménaka au mois de décembre 2012, alors que Ménaka avait été épargné des prises justement par Al-Qaïda ou par le Moujao en 2012, mais à la fin de l'année, une forte coalition descend de Talatay, de Gao, d'Ansongo, et prend place au niveau de Ménaka, avec donc dans ses rangs une partie des populations de Daoussac. Une minute. Ouais, combien? 1 minute. Très bien. Alors, par le menu comme ça, je veux insister sur l'importance des concurrences familiales, en fait. Il se trouve qu'au sein des Daoussac, comme je vous ai dit, certains choisissent le camp du MNLA puis du MSA. Je passe rapidement là-dessus. Il y a une scission et Moussa crée le mouvement du salut de l'Azawad en 1916, en 2016. Et une autre partie reste quand même, et surtout là dans la zone sud de Ménaka, reste fidèle au Moujao, qui se transforme ensuite en État islamique. Et il se trouve que ceux qui adhèrent à l'État islamique se départagent vis-à-vis d'autres qui sont plutôt proches du MNLA, aussi et surtout à partir d'anciennes rivalités, d'anciennes concurrences entre les familles qui remontent même à la conquête coloniale aux années 1900-1916 pendant la révolte de Firoun. Et ça, la plupart des enquêtes que j'ai menées sur cette zone justement de Infocaritaine, même parmi les jeunes, tout le monde est dépositaire de cette histoire de querelle et de rivalité au sein de 2 familles d'une fraction des Daoussac dans le sud. Donc ça, c'est important de noter que ces rivalités internes sont un facteur déterminant de l'entrée en guerre dans tel ou tel mouvement armé. C'est là où on peut, à mon avis, rencontrer justement l'expression d'engagement djihadiste par ascendance, c'est-à-dire
selon que l'on est issu de telle famille. Il faut se démarquer l'un de l'autre et il faut régler des comptes. Donc, voilà, ça c'est ma contribution sur l'ascendance. C'est le séminaire Makofer. Tu connais l'avatar Makofer? Je termine, j'entends quelqu'un qui parle aussi sur la ligne. Il se trouve qu'évidemment, l'État islamique rencontre, ces jeunes d'Aoussa qui mènent un mouvement d'émancipation sociale et puis politique, rencontrent le programme de l'État islamique qui est foncièrement contre tout ce qui est administration étatique, qui est foncièrement contre tout ce qui est notabilité, c'est évidemment connu dans le centre du Mali également, et donc s'accrochent à cette partie-là parce qu'ils en veulent véritablement à quelques notables d'Aoussac dont je vous ai parlé là tout à l'heure, et on assiste donc du coup à des règlements de compte et à des guerres fratricides au sein de la tribu, au sein de la communauté des Daoussac. Je passe rapidement, je pourrais revenir. Et les alliances et les ruptures d'alliances se complexifient au fur et à mesure du développement du conflit, parce que les rapports de force évoluent, que les maîtres d'hier ne sont plus forcément les maîtres d'aujourd'hui, entre 2015, 2016, on est en 2023 aujourd'hui. Donc tout ça est très complexe. Et pour ceux qui ont suivi un peu les réseaux sociaux, on a parlé par exemple récemment de pourparlers ou en tous les cas de discussions entre la grande notabilité de la chefferie des Ouliminden à Ménaka, la grande notabilité, donc avec des guillemets au sein des Daoussac, avec l'État islamique. C'est-à-dire que l'État ne représentant plus une force majoritaire sur la région de Ménaka, c'est évident, ils sont concentrés juste avec leur armée au niveau de Ménaka-ville. Déjà, les tenants en fait, de l'autorité politique peuvent basculer à leur alliance pour savoir comment le vent là va tourner avec les maîtres du moment qui sont véritablement l'État islamique dans cette zone de la région de Ménaka. Je voulais dire évidemment un mot, mais je n'ai pas le temps, je crois, parce qu'il est 12h02 et que j'ai dépassé de 2 ou 3 minutes, sur la guerre que se livrent les pasteurs nomades sur la frontière, donc principalement Daoussac et Imrad, et des pasteurs Peuls, qui prennent, voilà, il y a eu, voilà, si vous avez suivi. Donc là, on n'est pas forcément dans une question d'émancipation, parce qu'on a affaire à deux communautés qui sont concurrentielles sur les ressources pastorales. Donc ça, c'est aussi effectivement un des nerfs de la guerre important. Mais aussi parce que le MSA a directement déclaré la guerre à l'État islamique, en plus en s'alliant avec Barkhane dans les années 2018. Donc toute tête des Daoussac ou des Imrad qui ont fait cette alliance est mise à prix par les tenants de l'État islamique, et on est donc dans des guerres dans des spirales de la violence, d'attaque et de représailles et puis de vengeance. Et je terminerai juste d'un mot voilà, je pense que vous avez compris, j'ai insisté sur le fait que, contrairement à ce que certains observateurs extérieurs pourraient dire, que les entités, un djihad extrémiste, etc., très peu de personnes parlent du contenu idéologique de tel ou tel programme religieux, de tel ou tel programme de société. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tous les cas, les raisons propices sont une lutte pour l'émancipation sociale et politique au sein de pouvoirs locaux, mais pour modérer mon propos. La question idéologique n'est pas à balayer non plus, parce que les mouvements ne sont pas interchangeables. Adhérer au MSA ou à l'État islamique ne signifie pas tout à fait la même chose. Mais la signification dépend, comme j'essayais de vous le dire rapidement, surtout du contexte et des rapports de force. Mais quand on s'enrôle dans tel ou tel mouvement, et selon les règles qui régissent les adhésions au sein du mouvement, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais le contexte décide largement de telle ou telle appartenance. Voilà, je m'arrête là, je pense que j'ai dépassé. Ouais, merci bien, Charles. On a grignoté 4 minutes déjà sur le temps de la discussion. Je salue la présence de notre aîné, on dira, professeur Bintou Sanankwa, historienne qui nous a rejoint, donc qui vous a écouté avec beaucoup d'attention. Peut-être qu'elle va faire une contribution. Donc, pareil, s'il y a des questions en ligne, on prendra ceux qui sont en ligne. S'il n'y en a pas, on prendrait les questions en salle. Est-ce qu'en ligne, il y a quelqu'un? Pour le moment, Amadou, vous avez levé la main, vous avez la parole pour 1 minute 30 secondes. J'avais besoin de plus d'1 minute, mais comme c'est ça la répartition du temps, s'il vous plaît. Je vais juste aller concernant l'intégration des Daoussac ou Moudjaou.
Je ne pense pas que les Daousak avaient intégré le Moudjaou en son temps. Les premiers à avoir intégré le groupe djihadiste, c'était les gens d'Antalatait et puis c'est des gens qui avaient rejoint Ansardine. Ils n'ont pas rejoint le Moudjaou directement parce que pour la simple raison que les peuples avec lesquels ils étaient en conflit à la frontière du Mali et du Niger avaient massivement adhéré au Moudjaou. C'est bien après, c'est avec la création j'ai oublié le premier nom de l'État islamique, c'est en ce temps qu'ils ont adhéré au Moudjaou. Et même là, c'est juste les Ido-Guéritanes qui avaient adhéré à l'État islamique, et c'était les gens de Infukaretan qui avaient adhéré à l'État islamique. Les Ido-Guéritanes de Tinnabaou avaient dit en son temps qu'ils avaient adhéré à Ansardine. Mais plus tard, il y a eu quand même une adhésion de quelques jeunes de cette famille à l'État islamique. Sinon, une bonne partie des Daousak ne sont ni au JNIM, ni comment on appelle, à l'État islamique, mais au MSA. Et cette division aussi, comme vous l'avez introduit, il y a des soubassements politiques parce que l'organisation, le fait que les Daousak qui se retrouvent être le groupe le plus majoritaire à Ménaka se retrouvent au sein des mêmes groupes et bien organisés, ça menace des intérêts politiques d'autres groupes. Et c'est pour cela que certains groupes ont œuvré à cette division pour les répartir entre les différents groupes djihadistes. Je m'arrête là, sinon j'avais beaucoup à dire. Oui, merci bien. Vous pourrez peut-être aussi faire une note et peut-être publier, je pense, dans une revue pour nous aider aussi à comprendre davantage les dynamiques. On va donner la parole à un autre intervenant. Sangala Ba. Sangala Ba, vous avez la parole. Il peut activer son micro. Sangala Ba, vous avez levé la main. Ok. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui. Ok, merci professeur. Je me cache du professeur Charles ici. Je ne voudrais pas qu'il voie mon visage. Ok. En fait, par rapport à ces Daousak, moi je suis un peu confus. On a l'impression que c'est un peu une basse classe, comme le professeur vient de le dire. Bon, en fait, quand on les voit, est-ce qu'ils ont une relation concrète avec ce qu'on appelle aujourd'hui les Keltamachèques noirs? Ça, c'est la première question. La seconde question, vous venez de mettre une citation de Daousak qui disent « Parce que nous n'avons pas pris les armes, nous ne sommes pas écoutés ». Alors, si cette idée persiste, nous n'avons pas pris les armes, nous n'avons pas été écoutés, est-ce que après cette paix que nous sommes en train de parler à l'intérieur du Mali, et vous avez dit que ces Daousak constituent la population la plus nombreuse de la région de Ménaka, que j'ai eu la chance de visiter en 2006, est-ce que cette population Daousak aussi ne va pas chercher à s'affirmer par d'autres moyens que par l'économie, que par, comment on appelle, la recherche, que par les études et autres, et s'affirmer au même titre que les autres qui se sont affirmés à travers les armes? Parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, les armes constituent les éléments pour se faire valoir, pour changer de statut, pour se faire écouter. Merci beaucoup. Merci bien. Il n'y a pas une autre en salle. Je prendrai pas forcément toujours les mêmes. Messieurs, approchez-vous s'il vous plaît. Présentez-vous rapidement et vous avez 1 minute. Ensuite, okay, bonjour. Je suis Sekou Traoré, doctorat en sociologie. Je suis Sekou Traoré, doctorat en sociologie. Alors, dans votre intervention, vous avez énoncé une citation. Les Daousak étudient et travaillent, alors que chez les autres, ceux qui étudient ne travaillent pas et ceux qui travaillent n'étudient pas. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que tronquer ces chèvres contre les Kalachnikov, comment est-ce que
tronquer ces chèvres contre les Kalachnikov impacterait la société d'Aousak. Merci. Ok. Pas tronquer, mais troquer. Troquer, bien sûr. Tronquer, c'est autre chose. Donc, Charles. Oui, alors. S'il te plaît, si tu peux réagir déjà à ça, après on va prendre une série. Ok. Donc, pour réagir vite avec le premier intervenant qui connaît bien la zone et les noms des lieux et les noms de la diffraction, bon, moi, je confirme là, dans les entretiens que j'ai pu faire qu'une partie des Daousak se sont bien enrôlés avec le Moujao au début. C'est effectivement une partie, une minorité, comme vous l'avez cité, dans la zone de Infocariten notamment. Et donc ça ne concerne pas en Sardine à l'époque. Les gens là, de Talatay ont été plus proches, effectivement, historiquement, de la région de Kidal, étaient plus proches donc, de Yad dès ce moment-là. Donc voilà, le Moujao était quand même le réceptacle en fait, de toute cette zone sud-Ménaka, à partir de la ligne de Ansongo, Ménaka, et on descend vers le sud, avec les Iborolitaines, avec les Zidarfan. Donc tout ça sont des noms de communautés qui sont traduites en français par des communautés métisses, en tout cas des groupes subalternes, aussi avec des populations Peul qui ne parlent plus la langue Peul, mais qui parlent le Songhai et inversement. Donc en fait, on a une très mauvaise connaissance de tout ce monde-là, vers Ouattaguna jusqu'à la frontière Ouattaguna, Fafa, jusqu'à la Bézanga, etc. D'un monde qui n'a, en tout cas là, pour la zone pastorale, qui est très peu connu, mais jusqu'à Tinama, jusqu'à Gundeliman, mais qui est nombreux et qui quand même a exprimé des choses fortes à partir de 2012 et encore maintenant dans les rangs de l'État islamique. Donc après, sur Idougoliten, sur les Idougoliten et sur Binfokaliten, on est vraiment là dans une zone qui a été justement désignée comme le nid des groupes djihadistes armés pendant longtemps et qui a été justement visé notamment par Barkhane lorsqu'ils étaient présents là-bas. La question du deuxième intervenant, elle est intéressante, c'est-à-dire quelle relation entre les Daousak et puis les Tamashek noirs. Est-ce il y a un micro ouvert peut-être quelque part, monsieur ou madame Sidibé? Il y en a deux. Ça c'est intéressant parce que est-ce qu'on pourrait avoir donc une alliance de classe, sous-entendu que les Tamashek noirs seraient aussi des subalternes? Bon, là aussi c'est compliqué. Attention aux idées reçues de ne pas considérer que tous les Tamashek noirs sont issus des groupes serviles, des anciens groupes serviles. C'est plus compliqué que ça, et que la couleur de la peau n'est pas un facteur absolument déterminant de la chose. Alors, je répondrai par le fait qu'en 1992, donc après la chute de Moussa Traoré, il y a eu à Ménaka un mouvement qui prenait justement le droit des Tamashek noirs, que l'on appelait UMADD, et qui s'est présenté aux élections de 1992 à la députation et a gagné cette élection contre Bajana Gamatou. C'est la seule fois là où il a perdu les élections. Enfin, bon, je ne rentrerai pas là dans les détails de comment est-ce qu'on gagne, mais tout le monde sait comment ça se passe. Et les Daousak ont soutenu ce parti politique qui prenait vraiment le droit des Tamashek noirs. Alors, les Daousak, en tous les cas, et dont d'ailleurs la grande famille des Idougoliten. Donc, on est véritablement dans des liens organiques, et plus on est proche, et plus on peut à la fois collaborer contre d'autres, et plus on peut effectivement être concurrentiel sur des places politiques. Donc, il y a eu cette alliance-là. Et après, alors pour vous répondre aussi sur la situation contemporaine, il se trouve que la ville de Ménaka, qui est une ville, en plus qui accueille tous les réfugiés depuis quelques années, mais surtout depuis 2022, l'an dernier, est principalement une ville peuplée par des Noirs, par des Tamashek noirs, et que ce phénomène sociologique sur la ville de Ménaka invite les protagonistes du pouvoir à, de toute façon, faire une alliance avec eux. Alors, la question de l'école avec les Daousak, elle est intéressante aussi, j'aurais pu le dire dans la présentation rapide. Les Daousak sont très peu allés à l'école, sont parmi le groupe de la région de Ménaka qui compte le moins de cadres, mais certains quand même. Il y avait un certain Bayag Mohamed qui était présent au BEC de Moussa Traoré, qui avait été placé par la chefferie des Ouliminen. Donc, c'est quelques individus. Et Moussa Gacharatman, qui est Daousak par son père, mais n'est pas Daousak par sa mère, et quelques diplômés scolarisés qui
dont les parents ont pu être souvent militaires ou gendarmes, ont fait le tour là, du Mali, ont pu partir à l'école. Mais à l'heure actuelle, il y a, en tout cas pour Ménaka et pour Talatay, peut-être une quinzaine, une vingtaine de Daosak diplômés, bac plus quelque chose, quoi. Et il se trouve que le MSA et que toute la création là, du MSA et toute la communication se fait à partir de ces gens diplômés, comme toutes les révolutions se font souvent avec ceux qui savent lire dans les livres, qui vont lire ceux qui ne savent pas lire et qui leur disent, voilà, le temps est venu de monter quelque chose. Donc voilà, ça c'est un phénomène aussi intéressant des facteurs, enfin des leviers pour justement chercher une émancipation sociale et puis politique. Ça passe évidemment aussi par la maîtrise des réseaux sociaux, par la maîtrise de machin, mais pas seulement. Voilà. Ce que je vous ai dit aussi rapidement, c'est que dans ces zones-là où l'État n'a pas de violence, n'a pas de monopole de la violence, c'est quand même le poids des armes qui régule les dynamiques sociales et politiques. Merci bien. On a encore deux doigts. Viens, approche-toi, s'il te plaît. Bon. Bonjour, Pierre. Oui. Bien, Souleymane Agouamed, content de vous revoir et d'entendre. Il faut laisser le détail là, ta question. Les sous-bassements. Oui. En fait, c'est pour tout simplement aller dans le même sens que vous, parce que non seulement je suis de la zone, je confirme effectivement cette communauté d'Aussac qui a été longtemps piétinée, parce qu'en réalité, il faut reconnaître qu'ils ont été beaucoup victimes par le système parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Beaucoup d'entre eux n'ont pas été à l'école. Et dans la zone de Meneka, Talata, etc., Inchinanan, Tamalet, Agazragan, c'est un grand électorat. Okay? C'est une communauté, quand elle est alignée de votre côté, il est facile pour vous d'accéder au pouvoir. Donc, longtemps, ils ont été piétinés. Et aujourd'hui, avec cette crise moderne, ils ont compris qu'en réalité, pour se faire entendre et cesser d'être piétinés, il faut aller dans la même dynamique que les autres. Et l'arrivée aussi de Moussa Agachatman étant un leader instruit, les a permis en réalité de comprendre que ça ne sert à rien de rester encore, n'est-ce pas, dans les trous. Il faut sortir, il faut se faire entendre pour ne plus être piétiné. Alors là, quand même, je confirme que c'est une communauté qui a été beaucoup piétinée. Mais il faut aussi reconnaître que non seulement c'est une communauté pacifique, mais aussi c'est une communauté très violente, parce qu'en réalité, ils sont naïfs. Oui, je parle la langue. Et mon grand-père a toujours parlé d'Aussac. Ok, il est Ifogas, mais il parlait toujours d'Aussac. Ok, donc ils sont aussi violents. En fait, quand ils rentrent dans une chose, ok, ils ne savent pas faire du recul. Même actuellement, des mesures ont été prises dans la région de Meneka pour pacifier la situation, mais les Daosak sont les seuls à circuler avec les armes. Actuellement, tout de suite, là où je vous parle, il y a une grande tension. Ok, Meneka est observée aujourd'hui comme une ville morte, mardi, mercredi, jeudi. Parce qu'apparemment, les assassinats se multiplient ces derniers jours. Et ce sont les groupes actuellement armés qui circulent avec les armes de Daosak, les milices qui sont ciblées, mais pas tous les Daosak. Il y a ceux qui sont dans cette logique d'aider, n'est-ce pas, cette dynamique d'aller vers une paix. Mais il y a aussi une partie qui n'est pas favorable à cela. Il y a aussi une division au sein de cette communauté. C'est ce que j'aimerais ajouter. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, tu as été long. Oui. Oui. Donc lui, il a un peu touché au point qu'on a abordé sans loin. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que l'émergence politique de Moussa Achartouman constitue un capital à la fois symbolique et politique pour la communauté d'Aussac? Merci bien. Charles, tu as la parole pour répondre en 2 minutes. Ok, merci. Alors, merci. Souleymane, c'était surtout le premier intervenant. C'est bien Souleymane, hein, ouais. C'était une contribution. Bon, voilà. Oui, merci. Et Abdoulaye, donc,
Est-ce que Moussa Gacharatman voilà, alors effectivement, ce qui est intéressant, alors là, il faut vraiment faire de la micro-histoire. Il semblerait, moi, d'après les récits que j'ai recueillis, c'est que une partie de la grande famille d'Aosak, là au sein de la Désitougoriten, le chef de fraction s'appelle Sigili, son père s'appelait Madit, et le père de Madit encore était un grand chef qui figure dans les livres d'histoire en 1916. Il est fort possible que Sigili ait demandé à Moussa de revenir vers Menaka, alors que Moussa avait évolué plutôt avec le MNNA, plutôt vers Kidal, pour lui rappeler que Moussa était un d'Aosak, alors qu'il ne parlait pas la langue d'Aosak. Voilà, il est d'Aosak à part son père. Il a appris la langue d'Aosak et il est venu donc dans la région de Menaka à la demande de Sigili pour sécuriser les biens des d'Aosak qui, comme je vous l'ai dit, sont les plus nombreux, sont les plus riches et sont des grands éleveurs et sont des grands travailleurs. Donc, il est venu à cette intention-là, certainement aussi avec des ambitions politiques personnelles, de dire il y a là un vivier important. Moi qui suis instruit là, les autres le sont très peu. Donc, il y a une carte politique jouée intéressante. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que très vite, il a vu des montées, là, comme tu le dis, Abdoulaye. On a beaucoup parlé de lui, il fait des plateaux télé, il parle bien, il a ses rendez-vous en France, il a ses rendez-vous au Niger, il a ses rendez-vous partout sur la scène internationale. Mais ce jeune homme a commencé à faire de l'ombre justement à la notabilité, on va dire, traditionnelle avec des guillemets, dont Sigidi, qu'il avait fait venir en disant, mais parce que Moussa n'est pas de la même fraction, n'est pas du même rang social que d'autres, un petit peu plus en dessous. Et donc, les chefs de fraction, mis en place depuis l'époque coloniale et maintenus par l'administration centrale malienne, ont commencé à avoir avec ce leader communautaire et chef de mouvement armé un concurrent qu'il fallait maîtriser. Donc, ça a amené, voilà, ceux qui connaissent un peu là les histoires, ça a amené des tensions entre les deux. Et ça, c'est important. Enfin, donc, merci pour cette question. Et si on doit retenir vraiment là, une idée là, de ma contribution, c'est-à-dire que c'est vraiment là, une invitation à faire de la micro-histoire pour se rendre compte et réfléchir que tous ces conflits, parce que ces conflits sont nombreux et dans toutes les régions, qu'on a tendance à étiqueter à travers des noms de mouvements armés, des noms de groupes ou des alliances, etc., avec les machins, dire voilà, ça c'est le notage, ça c'est machin, c'est beaucoup plus complexe et que les affaires de concurrence proche, c'est ce que j'ai dit, les Deux-Sacs se sont tués entre eux, véritablement, des cousins directs se sont tués entre eux. Ça, c'est quelque chose, c'est une matrice des dynamiques sociales et en l'occurrence des dynamiques violentes de la guerre actuellement. Donc voilà, c'est une invitation à montrer qu'il faut travailler là-dessus et sur le long terme et sur l'histoire pour montrer que face à un contexte de violence, les concurrences familiales explosent, continuent, réémergent, repartent, etc., etc. Et la question d'Aosak Peul, elle est, je pense qu'il faudra refaire une séance parce que c'est intéressant aussi d'en parler, peut-être qu'on en discutera. Je ne sais pas s'il y a une discussion globale et qui est prévue tout à l'heure. Mais voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci bien, Charles Grémont. Maintenant,